Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on était parti pour parler de tout ce qui est estime de soi et prix. Alors, beaucoup me demandent quel est le rapport. Ben, tout simplement, il est tout bête le rapport. Si vous n'avez pas d'estime de vous, vous avez beaucoup de mal à définir des tarifs qui vous correspondent. Pourquoi on lie en général l'estime de soi au tarif. Parce que l'estime de soi, c'est l'estimation que vous allez vous donner à vous-même. C'est le prix que vous allez vous accorder. C'est la valeur que vous allez vous accorder. Et cette valeur-là, forcément, elle va se transcrire dans vos tarifs. Ah, merci Manu de me dire que je ne suis plus toute seule. Ah ben, j'étais pas la seule à avoir des difficultés à trouver le lien apparemment. Bon, donc je continue, surtout n'hésitez pas à poser les questions en même temps. Logiquement, je devrais peut-être les voir s'afficher, j'espère, au moins sur mon PC à côté. Euh, donc n'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure. Ça y est, je vois vos commentaires, je les vois correctement. Euh, donc bonjour Annie. Euh, donc j'étais sur l'estime de soi et la valeur qu'on se confère qui va se transcrire après dans ces tarifs. Souvent, quand on définit ces tarifs, le problème auquel on va se confronter, c'est de se dire quel est le prix que fixe mon concurrent et on va venir se caler un tout petit peu en dessous du concurrent en question. Alors pourquoi se comparer déjà? J'ai plus envie, moi, de vous donner aujourd'hui des pistes de réflexion parce que dans les questions, il y avait des questions concernant l'artisanat, j'avais des prestations de services. On a différents secteurs d'activité et pourtant, derrière, il y a un seul raisonnement. Le raisonnement est de se dire, ok, je prends mon marché, je calcule, bon évidemment, ce qu'on n'a pas en prestation de service, je vais calculer mes charges. Donc on va considérer que votre prix pour tous ceux qui ont des achats à faire, on va considérer que le prix de base déjà sont vos achats. Donc tout ce dont je vais parler concerne le prix achat compris, c'est le plus. C'est la partie qui va, une fois que vous avez compensé ce que vous avez dépensé pour pouvoir fournir votre prestation. Pourquoi on va partir comme ça? Euh, Parce que quand vous raisonnez sur votre tarif, de tout ce que j'ai lu, vous raisonnez par rapport à un marché, vous raisonnez par rapport à vos concurrents, vous raisonnez par rapport à l'estime que vous avez de vous-même en venant vous placer dans la sphère de je me compare à. Il y a une chose que personne ne m'a citée, c'est votre unicité, la valeur unique que vous allez délivrer au client. Je vais vous donner un exemple. Dans une vie passée, j'étais traductrice. Les traducteurs, pour la plupart, si vous connaissez un petit peu le domaine, se vendent au mot. Un jour, je rencontre sur un salon un marchand de foie gras qui me demande ce que je fais, donc je me présente comme traductrice et il me dit ah ben ça va, vous n'êtes pas à plaindre, vous devez bien gagner votre vie et en plus pour ce que ça sert. Je me fais accueillir comme ça. Euh, Ce monsieur-là, je prends 5 minutes pour l'écouter parce qu'il a forcément quelque chose à m'apporter. Donc il m'explique son problème et puis il me montre les brochures qui ont été traduites en allemand, en russe, en anglais et en espagnol, je crois. Des brochures strictement identiques dans toutes les langues. Alors à l'époque, c'était le grand boom de Courchevel qui se faisait envahir par les Russes. Et qu'est-ce que je vois moi sur ces présentations, sur ces flyers de foie gras? Ils nous présentent la campagne sarladaise, la Dordogne, enfin de très jolies photos. Un vin local qui va très certainement très bien avec son foie gras. Sauf que pour un Russe, ça n'évoque rien. Donc j'ai écouté ce monsieur, je l'ai laissé parler. On a discuté assez longtemps. Et puis à la fin, je lui ai fait 2 propositions qui étaient de changer tout simplement ses photos parce que je ne fais pas de russe, je ne parle pas le russe, donc j'étais pas qualifiée pour reprendre la traduction. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai conseillé de remplacer ces jolies photos par des photos tout aussi jolies, mais de Courchevel, accompagnées d'un champagne
ou tout au moins d'un vin qui donne l'apparence d'un champagne, pour valoriser ça. Déjà, alors ça je l'ai appris longtemps après, je vous donnerai la conclusion un peu plus tard. Ce monsieur-là, suite au remaniement de ses photos, il a réussi à trouver un distributeur en Russie. Donc, il avait déjà gagné beaucoup plus avec un simple conseil qu'avec sa brochure qu'il avait à l'époque. Il avait payé son bloc de traduction 5 000 €. Donc, excusez-moi. Donc, où je veux en venir. Derrière, derrière tout client, quoi que vous vendiez, que ce soit de l'artisanat ou, excusez-moi, que ce soit de l'artisanat ou de la prestation de service, il y a un besoin. Vous n'allez pas vendre une prestation à un client, vous allez solutionner un problème à un client. Et à partir du moment où, je suis désolée, j'ai le rhume, arrivé depuis peu en France, voilà le résultat. Donc à partir du moment où vous allez vous positionner non plus prestataire client, mais une personne avec un besoin et un problème, et vous, en tant que personne ayant la solution à ce problème, vous n'allez déjà plus délivrer la même chose. Pourquoi ? Parce que vous ne vendez pas un fauteuil, vous ne vendez pas un massage, vous ne vendez pas une conciliation, vous allez vendre la solution, un résultat qui va permettre à votre client, excusez-moi, qui va permettre à votre client de régler son problème. Et à partir du moment où vous permettez à la personne de régler son problème, vous gommez totalement la partie prix. Le prix ne devient plus un problème. Le prix est un problème à partir du moment où vous échangez du temps contre l'argent, où vous échangez un service que monsieur lambda pourrait faire contre de l'argent, où vous échangez une prestation d'hypnothérapeute qui est équivalente à l'hypnothérapeute d'à côté ou celui de derrière ou celui de devant. À partir du moment où vous vous positionnez comme un solutionneur de problèmes, déjà vous faites ressortir votre valeur unique. À partir du moment où vous faites ressortir votre valeur unique, le client il vient vous voir pour qui vous êtes. Quoi que vous fassiez, que ce soit des bijoux, des meubles, de l'équithérapie ou je ne sais quoi encore, ça revient toujours au même, vous répondez à son problème et c'est ça que vous allez solutionner. Alors il y a Virginia qui, si je ne m'abuse, travaille dans le mariage, dans le domaine des prestations de mariage, qui me dit pour le particulier c'est trop cher. Pour le particulier c'est cher parce qu'elle ne vend pas, parce que, excuse-moi, je ne sais pas comment, il faudrait qu'on en discute un peu plus, mais j'ai parti du postulat que tu lui vends des fleurs, tu lui vends une décoration florale. Est-ce que tu lui vends un rêve? Parce que qu'est-ce qu'il veut, ton particulier? Il veut, au final, il veut que ce jour-là soit mémorable. Il ne veut pas avoir à s'occuper de la sous-traitance, de l'organisation de la table, des tables. Il veut quelque chose qui soit simple, qui soit fluide, qui va lui permettre de se déstresser dans tout ce qui est préparation du mariage, qui va lui permettre de lui donner l'image qu'il veut garder de son mariage. Et à partir du moment où tu te positionnes comme ça, tu n'as plus le problème du c'est cher. Si c'est cher, c'est que c'est pas ton client, c'est qu'il vient pas chercher un rêve, c'est qu'il vient pas chercher ton unicité. C'est que le bouquet que ce soit le tien ou celui d'à côté, c'est exactement pareil. Le deuxième problème qui a été soulevé relativement souvent, c'est déjà la confusion entre passion. Quand c'est une passion, c'est vrai que souvent on entend quand c'est une passion, on ne sait pas payer. Pourquoi ? Parce que dans nos traditions, on va dire, dans notre culture, on a associé travail et pénibilité. Si c'est un vrai travail, ça doit être pénible, et si c'est pénible, on doit gagner de l'argent. C'est faux. C'est juste quelque chose dont on nous rebat la tête très régulièrement et qui ne sert strictement à rien. Une passion qui peut vous générer de l'argent, elle n'a pas à être pénible.
on peut très bien faire quelque chose par amour, on peut très bien faire quelque chose avec l'envie de le communiquer. J'ai très souvent des gens qui viennent me voir en me disant oh là là, j'adore faire des conférences, mais je vais pas me faire payer ce prix-là. Et pourquoi pas? Bah parce que je m'amuse quand je monte sur scène. Et alors, au contraire, plus tu vas t'amuser, plus tu vas transmettre. Plus tu vas transmettre, plus tu vas séduire les gens qui sont autour. Et ça va totalement, les gens vont pas se dire ah mais j'ai payé 300 € pour rien. Non, ils vont avoir de la valeur, ils vont avoir une transmission, ils vont repartir avec quelque chose. Le plus beau cadeau que tu puisses leur faire, c'est d'être passionné par ce que tu fais. Donc c'est pas parce que c'est une passion qu'on ne doit pas encaisser d'argent. Là, on va faire appel à quelque chose déjà qui est culturel. Et le deuxième plan, c'est quelle estime j'ai du travail que je vais délivrer. À partir du moment où vous prenez conscience que ce que vous délivrez, c'est unique, que si vous ne le délivrez pas, que c'est votre voisin qui le fait, il ne le fera pas exactement comme vous le faites, avec la même ardeur, avec la même attention, avec la même passion derrière, euh, il y a déjà un souci de positionnement. Le fait de s'estimer, ça va. Le client, faut jamais oublier que c'est un miroir que vous avez en face de vous. Donc, plus vous allez vous estimer, plus le client va vous estimer. Tout ce que le client vous renvoie, c'est ce que vous pensez de vous. Je ne suis pas légitime. Si le client vous demande quelle est votre légitimité pour exercer un métier ou pour prétendre à des prix si élevés, c'est que quelque part vous-même vous doutez de votre propre légitimité. Sur les demandes de remise, alors c'est dommage, Séverine ne m'a pas répondu, mais Séverine avait dit, moi je n'achèterai pas à ce prix-là certains objets d'artisanat. J'ai envie de lui dire pourquoi. Pourquoi tu ne les achèterais pas à ce prix-là? Si toi déjà, quand tu fais un objet, tu considères que tu vas le vendre trop cher, forcément la personne qui va le regarder va le sentir et va se dire, ah ben cet objet est trop cher. Alors que si tu le fais avec ta passion, avec tout l'amour que tu peux y mettre, que tu fixes un prix, que tu estimes que c'est le juste prix pour le temps que tu y as passé, pour l'amour que tu y as mis, pour l'intention que tu y as mis, le client ne viendra pas te renvoyer cet effet miroir. Donc, arrêtez d'associer passion avec revenu faible. Dans les questions qui sont, dans les choses qui sont revenues assez régulièrement, il y a également je ne veux pas monter mes prix parce que je veux impacter le plus de monde. Alors ça, excusez-moi, c'est le truc qui me fait rire. Parce que pour impacter, il faut être admiré ou il faut être respecté ou il faut avoir un nom. Pour avoir un nom, pour être respecté, pour être admiré, il faut avoir le cadre de vie qui va avec ce qu'on va vendre. Moi, quand je dis à mes clients, je vous promets, je vous garantis un revenu et que je leur sors un chiffre, enfin un montant de facture à 4 chiffres, si je leur dis que je vis dans un trou à rats au fin fond de la France, je ne vais pas leur faire envie. La plupart de mes clients savent que je navigue entre Maurice, Dubaï, à côté de Genève, sur Annecy. Voilà, ils ont un cadre qui est posé. Alors, sans forcément aller leur montrer des photos constamment, ils savent très bien parce qu'ils me voient changer tout simplement de vêtements. Un jour, ils me voient avec des manches, le lendemain, ils me voient sans manches, un coup, ils me voient avec le soleil, un coup, ils me voient sous un cocotier, après, à côté d'un sapin dans la neige. Donc, il y a quelque chose, on va dire, qui est cohérent entre ce que je leur vends, ce que je gagne, ce que je vis. C'est sûr que quand vous voulez impacter des gens, plus vous allez rentrer d'argent. Et c'est là où on fait une confusion entre argent et impact. C'est pas parce que vous êtes payé peu que vous allez impacter plein de monde. Qui va venir vous voir? Je vais vous raconter une deuxième anecdote. Je vais chez le dentiste il y a 3 mois. J'y vais pas très souvent. Dans la salle d'attente, il y a différentes personnes qui vont chez différents dentistes. Au sein du même cabinet, dont une qui pratique des tarifs qui sont vraiment ras des pâquerettes. Et dans la discussion, s'engage la discussion, et il y en a un qui lui dit, qui dit donc à la dame, mais elle est bonne. Et la dame lui répond, bah, écoutez, j'ai pas les moyens de mettre plus, mais dès que j'ai les moyens de mettre plus, j'irai ailleurs.
parce qu'à ce tarif-là, elle ne doit pas être excellente. Voilà. Donc, dans la tête, on va... Merci Claire pour la question de Virginia. Oui, je reviendrai dessus. Donc, pour impacter des gens, les gens font un lien entre prix et qualité. Et ça, vous l'enlèverez jamais de la tête des gens. Le prix est le reflet d'une qualité. Donc, plus vous baissez votre tarif, plus les gens considèrent que si vous n'êtes pas très cher, c'est que vous n'êtes pas très bonne. Si vous n'êtes pas très bonne, peut-être qu'à un moment donné, vous rentrez dans leur tarif. Ils vont se dire que, ouais, vous êtes pas mal pour le tarif que vous pratiquez, mais s'ils avaient mis 10 euros de plus, ils auraient eu 10 fois mieux. C'est faux. C'est juste dans la tête. C'est juste une croyance, mais comme la croyance va façonner la façon dont ils vont voir votre prestation, en général, plus vous êtes bas, plus les gens vont considérer que c'est ce que je peux m'offrir aujourd'hui, c'est pas le top du top, c'est juste ce que je peux m'offrir. Dès que j'ai plus, je vais ailleurs. Alors que vous, ce que vous aimeriez, c'est que quand ils ont plus, ils restent chez vous. Or, pour qu'ils restent chez vous, il faut un tarif qui soit à la hauteur de ce que vous valez, à la hauteur de ce que vous estimez que vous valez, et surtout, il faut que ce soit à la hauteur du résultat que vous allez leur délivrer. C'est à partir de ce moment-là où les gens vont commencer à adhérer à votre façon de travailler, à votre façon de faire, et qui vont commencer à éluder le problème du tarif. Donc, essayez, quand vous dites impacter le plus de monde, vous touchez pas plus de monde en mettant des tarifs bas, vous touchez des gens qui ne cherchent pas forcément de la qualité, ou qui sont des adeptes du gratuit. Parce qu'on a aussi qui gravitent autour de nous, il y a des croqueurs de gratuit. De toute façon, quoi que vous fassiez, ils n'achèteront jamais une prestation, qu'elle soit à 10 euros, à 5 euros, à 10 euros, à 15 euros, à 100 euros. Ils n'achèteront jamais la prestation. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du gratuit pour ne rien en faire. Maintenant, alors il y a Claire qui me remet la question de Virginia, comment prouver que son tarif est légitime? Alors déjà, tu n'as pas à le prouver parce que tu n'as rien à prouver à ton client. C'est pas à toi de prouver que ton tarif est légitime. Maintenant, comment tu vas prouver que ta prestation est le résultat que tu vends? Parce que c'est pas le tarif. Encore une fois, il y a confusion entre ce qu'on vend et le tarif. Le tarif ne correspond pas à ce qu'on vend. Le tarif, c'est la valorisation que l'on va donner à un résultat. Et ce qu'on vend en tant que professionnel, c'est un résultat, c'est pas le tarif. Donc, à partir du moment où tu veux prouver que ton tarif est légitime, tu rentres dans ta sphère de comparaison, à savoir qu'il y a plein de wedding planners. Qu'est-ce que font les autres wedding planners? À quel tarif ces wedding planners font leurs prestations? Et là, je rentre dans un jeu de comparaison. Si je rentre dans un jeu de comparaison, j'efface totalement ce que moi je peux apporter d'unique. Donc, tu ne peux pas prouver que ton tarif est légitime. Ce que tu peux prouver, c'est que le résultat que tu leur promets est légitime. Alors ça, tu vas par les témoignages des clients. Je crois que Virginia a fait plusieurs fois des articles dans différentes presses. Et qu'elle a également gagné ou participé à des concours. Tout ça, ça participe à ce qu'on appelle la preuve sociale. Et c'est des choses à mettre en avant pour prouver qu'elle est capable d'amener un résultat. Mais on ne peut pas prouver la légitimité d'un tarif dans ce sens qu'un tarif ne correspond à rien. Je vais prendre un autre exemple. Il y a plein de formations gratuites qui se développent. Vous avez des tarifs qui vont de 5 euros à 10, 60, 100 000 euros. Qu'est-ce qui va faire qu'est-ce qui va faire la légitimité du tarif et surtout qu'est-ce qu'il y a derrière ce tarif? Quand vous prenez une formation à 100 euros, on va dire, qui est une formation en ligne, que vous la faites au mieux de ce que vous pouvez par rapport à ce que vous connaissez, il se passe quoi? Souvent, vous n'avez pas la possibilité, on a un passage de petit bonhomme, vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès à la personne qui a rédigé la formation, ce qui va faire en gros que si vous avez un problème, vous allez vous retrouver seul face à votre ordinateur. Quand on commence à monter dans la gamme de prix, on a des gens pour répondre.
Et puis quand on monte un peu plus, on a un coach qui est là pour nous coacher et en plus, il y a une garantie derrière. Une garantie que si on n'atteint pas le résultat promis, soit on est remboursé, soit on refait un coaching équivalent. Enfin, il y a une garantie quelconque. Donc le prix, est-ce que 100 euros pour ne rien avoir, c'est cher? Pour moi, oui. Est-ce que 10 000 euros pour en face en gagner 20 000 par mois, c'est cher? Non. Tout dépend du résultat que vous allez avoir. Donc le tarif en soi, je suis désolée Virginia, mais enfin dans ma façon de voir les choses, tu peux pas prouver la légitimité d'un tarif. Ton tarif, à aucun moment il peut être légitime. Ta prestation peut être légitime. Le résultat que tu vas délivrer peut être légitime. Mais pas ton tarif. Ton tarif, il n'a de raison d'être qu'en fonction du résultat et de la manière dont ce résultat va répondre aux problèmes de ton client. Voilà, c'est en gros ce que je peux répondre à ta question. Pour moi, le tarif, c'est un barème qui va donner accès à un résultat. Après, quel tarif je suis prêt à mettre pour me débarrasser de mon problème? Est-ce que pour se débarrasser, puisque bon, pour ceux qui me connaissent un peu, je travaille également dans l'allergie, est-ce que 10 000 euros c'est cher pour se débarrasser de quelque chose qui te pollue la vie au quotidien? Ça, c'est à vous de voir. Moi, ma réponse et ma promesse et le résultat que je vous promets, c'est de vous en débarrasser. Est-ce que... si tu peux promettre un résultat, Estelle, à partir du moment où comment je vais te dire ça? Ou à partir du moment où tu mets des jalons, ou à partir du moment où tu accompagnes véritablement ton client, où tu vas l'emmener dans ta sphère. Excusez-moi, j'ai mes enfants qui sont en train de descendre. Est-ce que vous pourriez remonter dans vos chambres, s'il vous plaît? Donc, tu peux garantir un résultat à partir du moment où il est concret et à partir du moment où tu vas poser un certain nombre de jalons qui vont, toi, te permettre de vérifier que la personne fait ce sur quoi elle s'est engagée. Et il y a une chose qui est magique, c'est que plus ton tarif est élevé, je fais sur Maurice, je fais des séances d'hypnothérapie à 200, 300 euros de l'heure. J'ai du résultat parce que la personne, déjà dans sa tête, elle part sur une chose. Oh, elle est bonne. Elle est passée à la radio et en plus, elle a un tarif qui est hyper élevé. Donc, elle est bonne. Donc déjà, elle a la croyance que le prix fait la qualité de la personne qui est en face. Alors bien sûr, derrière, il faut que je délivre quelque chose qui se tienne. Hein. Il n'est pas question de demander cher et de faire de la merde. Excusez-moi, ou de faire du caca. Donc, quand je te dis que tu délivres un résultat, ton résultat, il est déjà à 50% atteint par ton prix quand il est élevé. Parce que déjà dans la tête, les gens se disent « Ah ben, je vais payer ça. Déjà, j'ai payé ça, ça me coûte cher, donc il faut que je m'implique. » Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, les deuxièmes 50%, c'est si elle fait ça à ce tarif-là, c'est qu'elle est bonne, donc ça va marcher. Donc déjà, tu as conditionné ton client. Claire qui me dit, t'excuses pas si tu dis merde, non, j'ai mes enfants à côté. Ils sont descendus. Donc, tu conditionnes déjà, tu mets déjà ton client dans un certain état d'esprit. T'imagines que quand je fais un coaching à 10 000 euros sur 3 mois, en voyant mon client une fois par semaine, il n'a pas envie de se gaufrer. Donc, tous les exercices que je vais lui donner, tout ce que je vais lui demander de faire, tout ce sur quoi je vais lui demander de travailler, il va le faire. Et le résultat, on l'a à la fin parce que il est déjà dans un conditionnement qui est favorable. Après, il sait qu'il y a une compétence qui est en face, il sait qu'il y a un parcours, il sait qu'il y a quelqu'un. Il sait qu'il y a quelqu'un qui est authentique, qui va pas lui mentir, qui va le secouer quand il faut. Donc tout ça, ça le met dans une attitude qui est largement favorable. Donc le résultat, tu peux le garantir à partir du moment où tu mets des jalons et où tu repères
quand la personne a une défaillance. Quand elle a une défaillance, évidemment, ton rôle, c'est de l'aider, de l'accompagner, de la remonter. Parce que des baisses de motivation dans nos boulots du bien-être, il y en a. Donc, tu prends la personne et tu la remets en énergie haute pour qu'elle puisse continuer à avancer. Ça, c'est la responsabilité pour atteindre le résultat. Donc, si tu peux garantir, dans tout, tu peux garantir un résultat. Et là où tu as les prix les plus élevés, c'est là où tu vas avoir une adéquation entre ton service, ton unicité et ce fameux résultat que tu vas pouvoir délivrer. Alors évidemment, ce résultat, faut le délivrer. Si vous mettez, sur tous mes contrats, j'ai une garantie parce que derrière cette garantie, il y a la délivrabilité. En toute sincérité, je ne l'ai jamais utilisée. Donc, vous avez moyen de sortir du concept de je ne peux pas valoriser mes prestations. Si, bien sûr. À partir du moment où vous arrivez à vendre un résultat au client et non pas en faisant la promesse que Pierre, Paul, Jacques font autour de vous. Je dis toujours, il y a une chose que je ressors toujours à mes clients, c'est quel est le tarif que vous fixeriez si vous étiez seul sur le marché. Alors, une fois qu'ils m'ont répondu, remplacez le seul par le mot unique. À partir du moment où vous êtes unique, et c'est ce que vous êtes, puisqu'on a tous des intentions différentes, on a tous une histoire différente, on a tous une expérience différente. Donc on a tous une manière d'amener notre art, quel qu'il soit manuel ou qu'il soit en prestation, on a tous une manière d'amener notre art différemment et de le délivrer différemment. Donc c'est là-dessus qu'il faut jouer pour arriver à positionner notre tarif à un niveau qui corresponde à ce qu'on est, qui corresponde au niveau de vie qu'on veut et qui correspond à la réalité du résultat à amener. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si j'avais noté d'autres choses. Il y a Cindy, je crois, qui disait qu'il arrêtait de se comparer pour les tarifs. Oui, c'est sûr que si tu fixes ton tarif en fonction de tes matières, que tu y mets ce que tu aimerais gagner, puis qu'après tu le diminues, tu viens de comparer. Tu viens de comparer pourquoi? Parce que très certainement, tu ne te sens pas légitime. Tu as peur de ne pas avoir de clients. Alors, si tu as peur de ne pas avoir de clients, j'ai envie de te demander, est-ce que vraiment ta cible client, est-ce qu'elle a été bien définie? Est-ce que tu sais qui est ton client il y a Claire qui me remet les questions au fur et à mesure. Je vais les reprendre une par une pour qu'on soit sûr d'avoir fait le tour. Est-ce que tu as vraiment bien défini qui est ton client idéal? Qu'est-ce qui va le faire bouger, ce client-là? Et puis surtout, qu'est-ce que tu vas leur apporter? Qu'est-ce que ton art va leur apporter d'unique? À partir du moment où tu vas trouver ça, tu vas trouver ton client. Donc Claire, changer ses tarifs, c'est bien souvent un réalignement et de voix et de fait. Ah oui. Comment tu fais pour trouver ta nouvelle clientèle? Alors, je vais vous répondre par rapport à ma clientèle quand j'étais traductrice. J'ai très régulièrement augmenté mes tarifs. Alors, j'avais mes clients. J'ai jamais augmenté mes clients, mon noyau de clients de base, de clientèle de base, au-delà de 20%. Parce que je voulais me garantir une assise, c'est-à-dire que l'idée était que chaque année, je dégageais le bas du panier, je gardais le milieu et je m'en faisais une couche haute. Et tous les ans, je le faisais graduellement. Est-ce que c'est la bonne méthode? Je ne sais pas. C'est celle que j'ai employée qui a toujours fonctionné. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire, j'ai une gamme de prestations qui va de 293 euros à 10 000 euros. Même 12. Je n'ai pas du tout les mêmes profils de clients dans mes trois groupes, de prestations. Au final, mes clients vont passer d'un vase à l'autre en fonction de ce qu'ils sont venus chercher, de la valeur que je leur ai amenée. C'est-à-dire que très souvent, à la fin des 293 euros, ils souscrivent pour 6 000. À la fin des 6 000, ils vont sur les gammes au-dessus. Donc, du coup, je fais que transvaser. C'est du transvasage de clients. C'est rare que j'augmente des prestations à des clients en cours. Déjà parce que moi, en tant que cliente, je pense que je le vivrais mal.
qu'on me change ma prestation en plein milieu pour me délivrer la même chose, je le vivrais relativement mal. Donc souvent j'essaie de cadrer sur l'augmentation, on va dire, de la vie, de rester dans un barème raisonnable. Après, je sais que certains augmentent leurs tarifs de 100% et que ça passe. Je pense que là encore, tout est une question de communication. Euh, Comment tu vas approcher ton client pour venir lui délivrer ta prestation, pour venir lui livrer ton augmentation. Qu'est-ce que tu vas lui dire, qu'est-ce que tu vas lui amener. Et je pense qu'il va falloir que tu arrives, si tu augmentes ta prestation à un client ancestral, il va falloir que tu augmentes le résultat et la valeur de ce que tu lui délivres. Tout bêtement. Euh, voilà, si j'aurais un conseil à te donner, à la limite, c'est augmente ta prestation et après viens lui dire que cette prestation-là, il peut en bénéficier moyennant tel tarif. Ou avertis-le avant qu'il va y avoir un changement la réalisation des prestations. J'ai toujours du mal, moi, à augmenter les prestations qui ont été définies parce que la prestation, elle correspond à un contrat, elle correspond à un résultat qui a été fixé avec le client. Je l'augmente en général du tarif annoncé. Euh, Bon, et pour trouver ta nouvelle clientèle, bah, c'est assez attractif, assez magnétique en général. Ça va être de la diffusion Facebook, ça va être... Je travaille beaucoup avec la loi de l'attraction et pour ceux qui y croient, ça fonctionne. Donc après, c'est le bouche à oreille qui se fait. Comme je te disais, j'ai souvent du transvasage d'une prestation à l'autre. Trouver ta nouvelle clientèle, à partir du moment où tu es sur une vibration, tu attires les gens de cette même vibration. Et bizarrement, les gens viennent à toi assez naturellement au final. T'as pas, j'ai pas vraiment de recherche de nouvelles clientèles, pour être honnête. Je propose une prestation et je gravite dans des milieux où les gens ont ce type de problème à résoudre et je leur amène une solution. Donc au final, et c'est là où je dis que souvent le prix n'est pas un problème parce que tu t'aperçois que un problème, une bonne solution, les gens ne regardent plus le prix. Donc au final, le fait de trouver une nouvelle clientèle se fait toute seule. C'est pas quelque chose où tu te dis un matin, bon ben maintenant il faut que je trouve des clients à 1000 euros là où j'étais à 500 avant. Non, c'est quelque chose qui va se faire naturellement parce que tu vas venir délivrer un résultat, que tu as déjà une antériorité sur des résultats délivrés et où les gens se disent, bon, bah, y a une antériorité, il y a quelque chose de légitime, je vais essayer. Et de là, ça fait effet boule de neige. Donc, comment annoncer ça, j'y ai répondu. Quand tu es dans l'obligation de moyens et non de résultats, comment tu définis ton résultat? Tu fais quoi comme boulot, Elsa? Si tu peux m'indiquer ce que tu fais. Parce que, oui, je vois bien, je vois ce que tu veux dire. Alors, l'obligation de moyens et l'obligation de résultats, elles sont purement, entre guillemets, légales. On a difficile faire au mieux de ses connaissances et de ses compétences. Et de l'autre côté, on a mis les gens comme les comptables qui ont une obligation de résultat sur la production d'un certain nombre de déclarations. Quand tu es sûr, je ne parle pas de ce résultat-là, ni de ce moyen-là. Je parle vraiment de la résolution d'un problème. Pourquoi tu as choisi tel ou tel comptable? On va prendre l'exemple du comptable, par exemple, qui lui a une obligation de résultat. Je suis bien d'accord. Par contre, tu n'as pas choisi n'importe quel comptable. Tu as choisi un comptable qui t'a vendu une certaine lecture de ton prévisionnel, qui t'a vendu une certaine lecture de ton bilan, qui t'a expliqué que on avait des tas de manières de lire la loi et qu'en fonction des façons dont on lisait la loi, on avait des façons de faire des économies aux entreprises. C'est ça que t'as. Enfin, si ton comptable s'est bien vendu et que tu n'as pas juste acheté un prix, normalement, c'est ce qu'il aura dû te vendre. Je me souviens que mes deux parents étaient experts comptables, ils vendaient à ses clients le fait qu'il leur ferait économiser sur un an 2 fois
ses honoraires. Et mon père s'est toujours tenu à son engagement. Maintenant, quand on a juste une obligation de moyens, si tu considères que ta profession se limite à une obligation de moyens, tu rentres dans le pot commun de tous ceux qui exercent la même profession que toi. C'est-à-dire que tu ne fais pas ressortir ce qui fait de toi un être unique et surtout en te noyant dans la masse, bah, tu baisses ton estime de toi. Donc en baissant ton estime de toi, tu baisses ton prix. Maintenant, on n'est pas sur une notion d'obligation. Ton obligation, là, c'est plus un devoir moral. C'est-à-dire que j'ai engagé mon client sur un prix et en face de ce prix, j'ai mis un résultat que j'estimais pouvoir lui délivrer. Parce que j'ai les compétences, parce que j'ai l'expérience, parce que ce que vous voulez, vous êtes formé, vous avez fait des cours, vous avez un don, enfin peu importe. Le résultat sur lequel vous engagez, c'est vraiment, dans ces cas-là, c'est vraiment juste un devoir moral. Et c'est à ce devoir moral que vous allez vous tenir. On n'est pas du tout sur les notions légales d'obligation de moyens ou obligation de résultats. Il est évident que quand je prends des coachés sur 3 mois, qu'au bout de 3 mois, j'ai pas le résultat, que je les reprends 3 mois, au terme des 3 mois, ils peuvent pas venir m'attaquer sur le fait qu'ils n'ont pas eu le résultat. Ils peuvent venir m'attaquer sur une faute professionnelle, mais ils ne peuvent pas venir m'attaquer sur le fait qu'ils n'aient pas eu de résultat. Là, on est sur l'aspect purement légal. Après, ils vont pouvoir critiquer, ils vont pouvoir me faire une mauvaise réputation, ce qu'ils veulent. Mais il se trouve qu'en général, quand ils n'ont pas de résultat au bout de 3 mois, c'est qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Ils n'ont pas fait leur part du contrat. Mais je vous jure qu'à un certain tarif, la part du contrat, ils la font et c'est même leur priorité de la journée avant même d'aller travailler, avant même de se laver les dents. Je vous jure que la priorité de la journée, c'est de répondre aux questions qui ont été posées et de faire le travail qui a été demandé. Parce que ils ont dans la tête que ça leur coûte la peau des fesses et que s'ils veulent, si ça n'a pas tout à fait bien marché, qu'ils veulent que ce soit reconduit de 3 mois pour que ça marche complètement, ils ont intérêt à avoir fait ce qu'on leur a demandé de produire. Donc, faut pas te situer dans cette notion d'obligation qui est vraiment une notion purement légale. D'un point de vue légal, comme tous mes coachings sont sous contrat, d'un point de vue légal, ils peuvent venir m'attaquer sur une erreur professionnelle, sur une mise en danger, même si tout ce qui concerne l'allergie est super blindé. On reste sur les mêmes obligations, même si je délivre pas, ils pourront pas légalement se retourner contre moi. Ce qu'ils vont pouvoir me faire, et qu'ils auraient raison de me faire, c'est une mauvaise réputation. Voilà. Ça se situe plus au niveau de la réputation et de la notoriété que tu vas acquérir, plutôt que sur le plan purement juridique. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Moi, je cherche encore mon unicité et je n'ose pas encore assez les secouer quand ils ne font pas les exercices. Pourquoi tu n'oses pas les secouer, Estelle ? Qu'est-ce qui te pose un problème dans le fait de secouer tes clients ? Parce que s'ils viennent te voir, ils viennent chercher, ils viennent pas voir leur mère. Ton rôle, c'est pas de les materner, c'est pas de leur dire c'est bien, mais ça aurait été mieux si. Non. Tel professionnel, vous me payez pour tel résultat, pour atteindre tel résultat, j'ai besoin que vous fassiez ça. Après, si vous ne le faites pas, vous me faites perdre mon temps et vous perdez votre argent. C'est, je pense, un discours que tout à chacun est capable d'entendre. Maintenant, pourquoi tu ne les recadres pas ? Alors après, on recadre en fonction de son caractère. Moi, j'ai un caractère assez germanique, hein. C'est comme ça, c'est pas autrement. Si ça te plaît pas, tu vas voir ailleurs. Quand tu recadres pas ton client, c'est parce que tu t'estimes pas légitime, ou c'est parce que tu portes un regard sur toi. Encore une fois, le client, il se permet ce que tu l'autorises à faire. Barricade ta séance, et je te jure que le client, il sortira pas du cadre. À partir du moment, tout ce que les gens vous renvoient, quel qu'il soit, hein, tout ce que les gens vous renvoient, c'est ni plus ni moins que ce que vous pensez de vous, ce que vous ressentez de vous, ce que vous dites de vous. Quand vous vous estimez pas légitime, le client qui est en face, il se dit « Oh, elle est pas légitime, donc je vais la déstabiliser ».
Si vous cadrez pas vos séances, que vous posez pas vos limites, hein, le client il se dit ah bah tiens je vais mettre un pied là et puis après j'irai lui dire que c'est de sa faute. Et puis voir si je tire un peu, peut-être qu'elle va me faire une séance gratuite. Voilà, donc c'est vous le chef. Je veux dire, quand quelqu'un rentre dans votre cabinet, si vous êtes thérapeute, hein, c'est vous le chef. Quand quelqu'un souscrit à une formation, je suis là pour les accompagner, mais je suis pas là pour les materner. Je suis pas là pour leur dire qu'à 10 heures, il faut qu'ils mangent ci, qu'à 12 heures, il faut qu'ils fassent ça. Non, ils se responsabilisent, ils font. Si ils ont fait que ça n'a pas marché, on recadre. Ça, c'est mon job et ma responsabilité de regarder pourquoi ça fonctionne pas. C'est que quelque part, j'ai soit mal calibré mon client, soit fait une faute dans mon analyse. Ça, c'est ma responsabilité. Mais si la personne qui est en face, elle fait pas, bah, ça peut pas avancer, mais ça, c'est pas ta responsabilité. Par contre, ta responsabilité, à un moment donné, c'est peut-être de te dire, bah, écoutez, vous me faites perdre mon temps, on s'arrête, hein. Et là, tu verras que la personne, elle va pas te détester. Elle va un quart de seconde se dire ah mais quelle connasse. Et puis dans le quart de seconde qui va suivre en se disant ah bah ouais mais elle a pas tort. Tu as pris une clause spéciale dans ton contrat d'assurance. Merci, ok. Est-ce que tu peux me donner un exemple de résultat pour tes clients? Et as-tu pris une clause spéciale dans ton contrat d'assurance, hein? Alors déjà, moi je suis pas sur... alors, deux choses. Un exemple de résultat pour mes clients, oui, soit je les amène à un certain niveau de chiffre d'affaires qu'on définit ensemble. Ça, c'est toute la partie qui s'occupe enfin, où je travaille sur l'estime de soi par rapport à l'entrepreneur. Et la deuxième chose, qui est surtout mon gros bloc de travail, c'est de la renaissance, une libération allergique. Donc, je garantis à la personne qu'au bout de 3 mois, elle s'est totalement débarrassée de ses allergies, qu'elle a les causes et qu'elle est capable, en cas de réapparition 2 ou 3 mois après de ses allergies, d'analyser son origine et de pouvoir l'arrêter et s'en débarrasser. Est-ce que j'ai une clause spéciale? J'ai une garantie professionnelle, comment on appelle ça en France? Une RCP. Sauf que je ne suis pas, moi, sous législation française, puisque la société dont je dépends est mauricienne. Mais j'ai une garantie, j'ai une RCP en cas de procès, sur un point de vue purement professionnel, sur une faute pro ou ce genre de choses. Je sais qu'il y a si tu es coach, si tu es coach, tu dois avoir, je crois que c'est le Carrefour français des coachs qui ont une RCP de groupe, ce qui permet de s'assurer à moindre coût. À confirmer. Si tu veux l'info, je peux te donner le contact, hein. Il y a Claire qui, pour tous ceux qui ne te connaissent pas ici, ah, oui, c'est vrai que je me suis pas présentée. Donc, je suis Patricia Linty, responsable et créatrice de la marque TR Coaching et de la dépendance qui s'appelle Blog de la Coach. On a divisé les deux activités. Je m'occupe de tout ce qui est donc libération allergique et puis de tout ce qui est motivation et estime de soi de l'entrepreneur. Parce que c'est souvent la première des causes et la première des raisons pour lesquelles un entrepreneur n'augmente pas son chiffre d'affaires ou bute dans son plafond de verre, c'est que il y a souvent un problème d'estime de soi, il y a souvent un problème de peur. Et tant qu'on est dans la peur de faire quelque chose avec l'illusion de perdre ou de gagner, tout simplement on reste bloqué là où on est. Donc l'idée c'est d'arriver à faire péter les blocages, d'arriver à faire péter les peurs pour leur permettre d'avancer. Voilà. Donc Claire, voilà, merci de m'avoir rappelé que je m'étais pas présentée. C'est une chose que j'oublie assez souvent à vrai dire parce que là c'est pas un problème d'estime de moi, c'est que j'estime que les gens ne viennent pas pour moi mais pour le sujet. Donc de ce fait, je leur présente le sujet et très souvent je me présente à la fin et souvent j'oublie même de me présenter. Je leur conseille parfois de ne pas venir me voir tant qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Je dirais que pas revenir te voir, c'est pas encore suffisant parce que tu leur laisses une porte ouverte. Alors je dis pas qu'il faut pas laisser une porte ouverte à un client.
Mais dans ton premier rendez-vous, qui est en général un rendez-vous de cadrage, faut leur expliquer, moi je leur explique très souvent quand on est sur du one-to-one, qu'à partir du moment où les exercices ne sont pas faits, je me réserve le droit d'annuler sans contrepartie la séance. Donc s'ils ont payé, en général quand je fais du one-to-one, alors, je fais payer 3-4 séances d'avance, hein, à leur charge, entre guillemets, de faire le boulot. S'ils font pas le boulot, bah, ils vont perdre l'équivalent de 3 ou 4 séances. Euh, Parce que les laisser revenir, ça veut dire que tu es dépendant et tu es tributaire d'eux au niveau de ton planning que tu peux pas prévoir parce que quand tu as, et là Claire ça va te concerner aussi parce que je sais que tu as le cas, le problème de laisser revenir le client, de ne pas le cadrer entre deux dates, c'est qu'il vient vous foutre en l'air tout votre planning des mois suivants. Donc un client qui a souscrit pour un coaching qui va de janvier à début avril, s'il commence à me dire « Ah, mais j'ai pas pu faire, machin, nanan, je veux reporter », je me retrouve avec un client qui déborde sur avril à juin. Comment je gère, moi, les clients pendant ce laps de temps-là? Si votre boulot il n'est pas fait dans le laps de temps imparti, c'est pas à moi de subir les conséquences et encore moins à mes nouveaux clients que je vais devoir décaler, à qui je peux pas offrir. Je travaille 4 heures, 3-4 jours par semaine. Donc, j'ai 4 heures pour faire mes coachings. Si je commence à avoir des déports alors, on travaille client, hein, je travaille un petit peu plus, sinon, entre rédaction des blogs, préparation d'un certain nombre de choses. Mais en coaching direct, je fais 12-13 heures de coaching par semaine. Euh, sur ces 12 heures-là, si je commence à avoir des déports du mois d'avant, j'ai eu donc du manque à gagner pendant les 3 premiers mois et après j'ai encore un nouveau manque à gagner où il faut que je rallonge mes journées de travail, ce qui n'est pas toujours possible avec 2 enfants en bas âge. Donc du coup ça fout excusez-moi, hein, ça fout le bordel dans le... Oui, il y avait encore dire de pas m'excuser. Ça fout le bordel dans mon planning. C'est pas à moi de gérer. Quand le client s'engage, et c'est là aussi où un tarif élevé va faire que la personne va s'investir 10 fois plus parce que elle est tenue par un prix. Je veux dire, quand vous sortez 10 000 euros sur 3 mois, faut les sortir et vous avez en tête que si ça échoue, bah, vous en êtes sur votre poche. Si en plus ça échoue de votre poche, de votre faute, vous en êtes doublement de votre poche. Donc quelque part, il y a la motivation qui va aussi derrière et qui est souvent fonction du tarif. Il y a avec plaisir, Elisa, pardon. Il y a un dernier point que je voulais aborder qui est le point de la culpabilité. Parce que souvent derrière les tarifs, quand on met un tarif haut, on se culpabilise de faire payer parce que je l'ai lu d'ailleurs dans plusieurs de vos communications. J'adapte mon tarif en fonction de la situation de mon client. J'ai une question toute bête à vous poser. Est-ce que votre marchand de légumes vous demande si vous êtes divorcé, si vous êtes maman célibataire, si vous vivez en couple, si votre mari est chef d'entreprise ou s'il est ouvrier? Je ne pense pas. Le kilo de tomates, il est le même prix pour tout le monde. La situation personnelle de vos clients, elle n'a pas à intervenir dans le tarif que vous faites. À partir du moment où vous commencez à dire pour un tel je fais ça, pour un tel, déjà vous vous en sortez plus parce que c'est plus une grille de tarifs là que vous avez, c'est le plan horaire de la SNCF. Vous avez des tarifs dans tous les sens en fonction des kilomètres, en fonction du nombre de fois où le client passe dans la semaine. Non, vous avez un seul tarif. Après, le client, il a envie ou pas de faire l'effort. Il faut toujours considérer que si vous amenez le tarif dommage de vous adresser au coach. Mais Emmanuel, c'est ce que j'ai dit au démarrage. Pour les commerçants, c'est exactement la même chose. Les commerçants, ils vont fixer leurs tarifs en fonction évidemment de la valeur de leurs marchandises. Mais je vais te donner un exemple qui va te parler. Je termine avec la culpabilité et je reviens vers toi après. Si vous commencez à vous culpabiliser en fonction de la situation de chacun de vos clients, vous pouvez plus vous en sortir. Le client, il faut qu'il fasse
un effort, il faut que ça lui coûte. S'il veut sortir d'un problème, il faut que ça lui coûte. Si ça lui coûte rien parce que vous amenez votre tarif à la hauteur de son problème, finalement, bon, bah, je vais faire ça, ça me coûte rien. Si ça me coûte rien, je peux le faire. Et puis, c'est exactement le cas de mon dentiste au démarrage. Et puis, une fois que j'ai plus les moyens, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Parce que dans ma tête, si le toubib il peut descendre, ou si le thérapeute il peut descendre son tarif, c'est quelque part, il ne doit pas avoir tant de clients que ça. Sinon, il maintiendrait son tarif. Il y a aussi cet impact-là dans la tête. Donc, ne vous culpabilisez pas, vous n'êtes pas à l'origine de la situation du client. Ce n'est pas à vous de régler son problème financier par rapport à sa situation. Il vient vous voir pour un problème, vous, votre problème, c'est de régler, d'apporter une solution à ce problème-là. Pas à tous les problèmes qu'il a, si sa mère elle est malade, si sa grand-mère elle a Alzheimer, vous n'allez plus vous en sortir. Alors arrêtez de vous culpabiliser par rapport à ça, et plutôt que vous culpabiliser, allez vous demander quelle est la peur qu'il y a derrière, et à quoi ça fait appel chez vous, et régler ce problème-là. Parce que la culpabilité, c'est le socle de la peur. La culpabilité, la colère, c'est les deux socles de la peur. Et ça, c'est ce qui va vous entraîner vers des prix de plus en plus bas et à ne pas réussir à vivre de votre profession. Emmanuel, qui me dit, alors j'ai fait un cours d'onologie pour les particuliers à 38 € depuis 4 ans pour comment augmenter mes tarifs. Qu'est-ce que tu leur vends? Est-ce que tu leur vends juste l'apprentissage de l'onologie ou est-ce que tu leur vends un résultat? J'imagine que tu vends du vin. Si tu fais un cours en onologie, qu'est-ce que tu leur vends? Est-ce que tu leur vends juste de savoir reconnaître un médoc, d'un grave, d'un chablis ou je ne sais quoi? Ou est-ce que tu leur vends la capacité à résoudre quel problème tu pourrais résoudre? Prends par exemple un particulier qui aime cuisiner. Tu peux, je ne sais pas si c'est ta cible de clientèle, mais si c'est ta cible de clientèle, est-ce que, oui, l'apprentissage de l'œnologie et du vin. Quelle est ta cible de clientèle? Si c'est, je vais te dire n'importe quoi, si c'est la ménagère de 40 ans qui adore cuisiner, qui ne sait pas associer ses vins à ses mets, est-ce que plutôt que de lui vendre l'apprentissage du vin, est-ce que tu ne pourrais pas plutôt lui vendre la capacité de sublimer ses mets? Si c'est entre guillemets sa raison d'être, qu'elle aime recevoir des compliments, le fait de pouvoir sublimer ses mets en servant le vin qui va avec, elle va plus voir ça comme un cours d'œnologie, elle va voir ça comme la rafale de compliments qu'elle va prendre. Et si c'est de cette rafale de compliments dont elle a besoin, parce qu'elle a un besoin de reconnaissance, ou c'est sa façon d'augmenter son estime d'elle-même, elle va pas aller regarder ton prix de ton cours à 38 €, il va pas être suffisamment élevé. Encore une fois, quel résultat tu peux lui promettre? Positionne-toi non pas en tant que vendeur de vin. J'ai bien compris que derrière, le but est très certainement de vendre ton vin. Qu'est-ce que tu peux offrir comme résultat à la personne qui va venir acheter ta formation? Résous un problème. Déjà, trouve ta clientèle cible. C'est qui? C'est la ménagère, c'est le chef d'entreprise, c'est le passionné de vin qui a envie d'en imposer en société, qui est à l'origine, qui est ton cœur de clientèle, qui tu cibles avec ton vin. Une fois que tu as trouvé qui tu cibles, tu trouves le problème que tu vas leur résoudre. Parce qu'on ne vient pas chercher une formation sans qu'il y ait derrière un désir, un besoin caché. Je vais revenir sur mon marchand de foie gras dont je vous ai pas donné épilogue tout à l'heure. Donc, et je pense que ça va te parler parce qu'on est exactement sur la même chose. Donc, pour un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là, mon marchand de foie gras avait fait traduire des flyers en russe. Les flyers étaient strictement identiques à ceux qui avaient été faits pour la France. En le questionnant,
j'ai compris que son envie d'aller vendre son foie gras en, en Russie n'avait strictement rien à voir avec le fait d'augmenter ses ventes et de gagner plus d'argent. La Russie, c'était sa passion depuis qu'il était enfant. Donc, le traducteur qui allait réussir à lui donner la bonne démarche pour accéder au marché russe, il allait pouvoir lui facturer. Je vous rappelle que le prix de départ qu'il trouvait cher pour ces traductions, c'était un contrat de 5 000 euros par an. Il trouvait ça horriblement cher. Je lui ai fait signer la première année un contrat de 50 000 euros, 10 fois plus. Simplement, j'avais trouvé la clé qui était lui donner accès au marché russe. Il était passionné. C'était quelqu'un de la vieille école et on ne voyageait pas pour le plaisir, mais on voyageait avec un but business. Donc, il s'était dit qu'en vendant son foie gras en Russie, il allait pouvoir voyager, aller là où il en avait envie en Russie, aller voir Leningrad, c'était son grand rêve. Euh, et donc, je lui ai juste donné la clé. Je lui ai réglé son problème en lui fournissant 2 conseils qui lui ont permis de trouver un distributeur. Je lui avais ouvert la porte de la Russie. Je pouvais lui demander, et je peux toujours lui demander ce que je veux, puisque aujourd'hui, c'est le numéro 1 du foie gras en URSS. Allez chercher. Personne n'achète un produit. Vous n'achetez pas un iPhone parce que vous avez besoin d'un téléphone. Vous achetez un iPhone parce que ça correspond peut-être à un certain standing, parce que l'iPhone a des fonctionnalités qu'il n'y a pas sur Android, parce que vous aimez la philosophie d'Apple. La raison pour laquelle vous achetez un produit n'est jamais... La raison que vous énoncez pour l'achat du produit n'est jamais la raison véritable pour laquelle vous l'achetez. Donc positionnez-vous dans cette optique et vous allez voir que si tu arrives, Emmanuel, à trouver le problème que tu peux résoudre avec ta formation pour les vins, tu arriveras à vendre ton vin et ta formation beaucoup plus cher. Vendez un résultat, vendez une promesse, hein, vendez une promesse avec un résultat, ne vendez pas un service ou une bouteille de vin. C'est pas une bouteille de vin que tu vends. C'est un rêve, c'est un voyage, c'est à qui vous achetez le plus facilement? À des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et là, vous ne regardez pas le prix. Vous achetez la passion qu'il y a dedans, vous achetez... Si tu es dans le vin, c'est une histoire de passion. Ah, on a largement dépassé la demi-heure. Bon, bah donc ça veut dire... Chef, il a dit, il faut arrêter. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, vous avez mon nom, vous pouvez me contacter. Je suis toujours disponible pour répondre aux questions. Voilà. Il n'y a pas de soucis. Je fais le SAV. Je vous réponds soit par vidéo, soit par écrit en fonction de là où je suis et du temps dont je dispose. J'essaie de vous répondre dans les 48 heures. Voilà. Ben écoutez, c'est pour moi. Bah non, mes gamins sont pas venus me dire qu'ils avaient faim, alors c'est que ça va. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, ben, n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez de plus amples questions sur tout. Et Emmanuel, encore une fois, que ce soit un commerçant, que ce soit un coach, peu importe la profession, tout est question de positionnement et dans sa tête hein, et dans ce qu'on veut délivrer à son client. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. Bisous à tous. Puis merci Claire pour cette opportunité. Et puis, on peut pas dire que je sois pas passionnée par ce que je fais. Je sais même pas depuis combien de temps je parle. Bisous.